Justement, par rapport à ces problématiques d'attractivité, on voit qu'il y a des réponses qui peuvent être apportées directement au niveau macro, au niveau micro, par la fédération, par les acteurs de terrain. Ça se joue aussi au niveau des cursus et de la refonte des cursus pour rendre ce métier plus attractif et surtout plus souple aussi. Comment est-ce que la réforme du DEA, qui est active depuis le début de la rentrée, permet de faire évoluer le métier, permet de répondre aussi sur certains points aux tensions que vous avez. Je voudrais qu'on va prendre un temps pour en parler et pour cela, on va accueillir sous vos applaudissements chaleureux nos 4 invités, Jean-François Huot, Laurent Facon, Anthony Poirel et Philippe Voyer sautent avec nous. Alors, 2 par table. Chacun à sa table. 2 par table, vous vous répartissez comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Pendant ce temps-là, je vous présente rapidement. On a Jean-François Huot, directeur de l'IFA Laftrale Grand Est, qui a suivi le chantier de cette réforme pour ce groupement, qui est voilà, plutôt là-bas. Voilà, vous deux, vous allez plutôt là-bas. Bonjour. Donc, c'est 34 IFA entièrement dédiés au métier d'ambulancier. Laurent Facon, directeur de l'IFA Croix-Rouge, qui a accompagné la réforme, conduit aussi la formation des ambulanciers sur les 14 IFA de la Croix-Rouge. Croix-Rouge qui, vous le savez, forme beaucoup de professionnels de santé. C'est 25% des personnels de santé en poste qui ont été formés au sein de la Croix-Rouge. Anthony Poirel, qui est administrateur, président de la commission formation de la CNSA, entrepreneur en Lorraine, Pont-à-Mousson, où il fait toujours beau. Et vous portez à cœur ce sujet, notamment la valorisation du rôle de soignant. Et Philippe Voyer, en charge de cette commission formation au sein de la fédération, entrepreneur en Savoie, où il fait toujours beau aussi. Et vous dispensez en parallèle de vos activités d'ambulancier des activités de formation, donc vous connaissez bien ce sujet. Rapidement, d'un mot pour faire un peu écho à ce qu'on vient de dire, peut-être en se tournant vers les 2 responsables d'IFA, pénurie de postes dans les entreprises. Est-ce que vous avez aussi une pénurie de vocation, vous, dans les IFA, et comment vous l'expliquez là aussi? Alors, effectivement, on se rend compte que de plus en plus, on a du mal à recruter. Dans les métiers de la santé, il n'y a pas que pour les ambulanciers, on a ça également pour les aides-soignants, pour les infirmiers. Tout à l'heure, Pierre-Yves Vinsavel disait que le souci aujourd'hui pour recruter, c'est des gens qui, tout le monde veut travailler du lundi au vendredi, de 8h à midi, gagner 2 000 € par mois. Et effectivement, il y a des métiers, c'est plus compliqué. L'ambulancier, il travaille le week-end, un week-end sur 2, il travaille des nuits. Une grosse contrainte aussi, c'est que généralement, l'ambulancier connaît la veille au soir son planning pour le lendemain. Et on sait à quelle heure on commence la veille au soir, et quand on commence, de toute façon, on ne sait pas quand on finit. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, ces métiers qui ont ces contraintes n'attirent plus. Moi, ça fait 10 ans que je suis directeur d'IFA, mais avant, j'étais ambulancier pendant 27 ans. J'ai commencé en 92. D'ailleurs, c'est mon 30e congrès aujourd'hui. Et il y a 30 ans, on parlait déjà de difficultés. Mais alors là, ces 2 dernières années, franchement, c'est difficile. Alors, pour nous, l'Aftral, en fait, notre force, parce que l'Aftral, on a 34 IFA en France, on est l'IFA de branche professionnelle, en fait. Et donc, on est au quotidien auprès des entreprises. Nous avons des conseillers en développement et en formation. Nous avons recruté 145 personnes chargées de ne faire que du recrutement. Et ces 145 personnes chargées de recrutement, eh bien, elles sont là au quotidien pour aller faire des job dating, faire des informations collectives auprès de Pôle emploi, même vers les entreprises. On passe des annonces dans le Bon Coin, tout simplement, sur LinkedIn. On utilise tous les réseaux sociaux également. Et ça, c'est notre force d'accompagner les entreprises pour le recrutement de vos futurs collaborateurs à former. Nous, on n'attend pas que les gens viennent s'inscrire. On va vraiment les chercher. Côté Croix-Rouge, comment est-ce que se passe là aussi la manière dont évoluent les profils et évoluent des candidats, de ceux qui veulent venir? Est-ce que vous avez des profils différents, des intentions, des ambitions aussi par rapport au métier que vous voyez changer chez les candidats? Alors moi, je sais pas si on m'entend.
Oui, j'ai donné une image un petit peu, j'ai l'impression que l'élastique se distend un peu. Il est tendu aux deux extrémités. On a une situation de l'emploi qui va mieux sur le territoire, donc on est à peu près à 7% de chômage. Le plein emploi est à 4,5-5. Donc on a un vivier moins important de personnes, donc des personnes souvent plus précaires, plus éloignées, parfois des chômeurs de longue durée, des profils RSA. Et par contre, on a un nouveau diplôme, un nouveau DEA qui tire vers une compétence beaucoup plus étendue. Et on a cette difficulté de l'attention des deux côtés. Je rejoins un petit peu ce que disait Jean-François, hein, lors d'informations collectives, de réunions, de présentations, quand les personnes voient le cahier des charges, voient les exigences et le niveau d'où ils partent, ils abandonnent ou ils ne sont pas sélectionnés. Donc je pense que c'est Et ils se projettent dans le métier ou non? Ils se projettent dans l'image qu'ils en font. Et je rejoins un petit peu ce que disait Pierre-Yves tout à l'heure. Il y a un déficit d'image. La dimension soignante de la profession est peu perçue et la technicité ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, on est souvent au volant et on conduit. Et la notion de responsabilité et d'acte est problématique. Je voudrais vous citer quand même un témoignage qui est quand même un phénomène vraiment très récent. On a des apprentis qui abandonnent dans les 2 premiers mois parce que leur premier garde de 15 est difficile et qui se rendent compte que ils ont fait un relevage d'une dame âgée qui est tombée dans sa salle de bain et qui était dans ses excréments et que non, c'est trop violent pour eux, ça renvoie trop de difficultés et ils abandonnent. Donc ça, c'est vraiment un phénomène complètement nouveau qu'on rencontrait très peu par le passé. Et c'est pour ça que je donne un peu cet exemple de l'élastique qui se distance, c'est-à-dire que d'un côté, les financeurs publics nous disent on est à 7% de chômage, donc il faut aller chercher des gens un peu plus loin en termes d'emploi. Et de l'autre côté, les SAMU, la profession, nous dit faut former des gens beaucoup plus soignants, beaucoup plus techniciens. Et cette image de l'élastique, vraiment, je pense qu'il vient à l'esprit, donc il ne faut pas que ça casse cet élastique. Mais il se tire des deux côtés, je trouve. Avec une manière un peu de le retendre, resserrer, qui est cette réforme, cette refonte du DEA. On va en parler sur à la fois ce qu'elle représente et puis ce qu'elle ouvre. Je voudrais rester un petit peu avec vous, Laurent Facon. Vous l'avez beaucoup accompagné, cette réforme. D'un mot, de quelle nécessité elle vient? Parce qu'à la base, en fait, c'est la réforme du cursus des aides-soignants qui a conduit à faire cette réforme au niveau du DEA ambulancier. C'est ça l'histoire à la base? L'histoire, c'est vraiment les accords de Bologne sur l'universalisation des métiers qui créent les systèmes de complémentarité. Donc il faut bien se dire que si les ambulanciers étaient restés sur le bas-côté, on se retrouvait avec une formation qui perdrait toutes ses équivalences possibles et toutes ses VAE. Après, on pourrait regretter qu'on n'ait pas été embarqué en même temps que la réforme des aides-soignants et qu'on ait eu un an de décalage. Bon, ça, c'est les fonctionnements de la DGOS. Mais en tout cas, il faut voir l'aspect positif, c'est-à-dire que de pouvoir repositionner un référentiel d'activité nous permet de très clairement identifier des tâches, des missions précises qui vont nous permettre derrière, grâce au référentiel de formation, de définir des contenus et qui vont nous permettre d'obtenir ces fameuses validations d'acquis d'expérience que l'on attend. Et je sais qu'il y a beaucoup d'impatience de la profession, mais il fallait passer par cette étape parce que c'est une étape qui est très normalisée. Je donne souvent l'exemple pour dire qu'on n'est pas complètement en retard du ministère de l'Intérieur avec ses sapeurs-pompiers qui est en train de se dire mince, on n'a pas fait cette démarche de dépôt de nos titres. Et le ministère de l'Armée et le ministère de l'Intérieur ont plein de formations en interne qu'ils ne peuvent pas faire reconnaître sur ces fameuses équivalences parce qu'ils n'ont pas fait cette démarche. Donc c'est plutôt une opportunité pour nous. Donc on va maintenant enfin avoir ce fameux référentiel d'activité. On va pouvoir ouvrir les VAE. On ouvre, grâce à la réforme, immédiatement 13 métiers en passerelle. Et ça nous ouvre un champ des possibles sur les évolutions à venir. On va reparler de ces enjeux de VAE. Et il y a vraiment eu tout un travail de réingénierie, donc un référentiel métier, un référentiel d'activité, un référentiel de compétences qui sert à la fois pour la formation, mais qui sert aussi pour l'ensemble des négociations que les organisations peuvent avoir sur notamment les gestes, la reconnaissance et même l'UPH. On en reparlera peut-être cet après-midi. Je reste sur le champ du DEA. Bien comprendre un peu ce qu'est ce nouveau DEA. C'est 5 semaines de cours en plus.
dont 2 semaines de stage. C'est des blocs de compétences. Il y a 5 grands blocs de compétences. Normalement, on a un slide. Est-ce qu'on peut l'afficher qui montre justement ces 5 blocs de compétences? D'un mot très rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ce qu'il y a derrière ces blocs de compétences et quels sont finalement surtout les enseignements nouveaux qu'on trouve par rapport au DEA tel qu'il existait? Alors, merci pour le visuel. Donc, sur on pourrait dire la vraie nouveauté, je trouve, moi, c'est le bloc 1. Je pense que c'est le bloc qui est quasiment le plus novateur, parce on a parlé tout à l'heure de la notion du care, qui était quelque chose dans lequel les ambulanciers étaient un peu exclus. On avait quand même un peu l'image de secouriste conducteur. Je suis un peu réducteur, mais voilà. Et donc, ce bloc 1, il amène vraiment quelque chose de nouveau, parce qu'il amène la notion de prise en soin du patient. On a un deuxième bloc qui va reprendre notre ancien bloc sur l'état clinique et les gestes d'urgence qui sont fusionnés. 2 blocs ont été très techniques. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui se sont dit, mais c'est bizarre, ce bloc 3, ce bloc 4, ils sont un peu déconnectés du malade, ils sont très techniques. Il faut bien y voir que l'intérêt d'avoir fait des blocs où on a mis beaucoup de techniques dedans, décontextualisé du patient, ça nous permet d'avoir des passerelles. Un exemple tout bête, le bac professionnel du transport, permet d'être équivalent avec le bloc 4, qui est le bloc sur le véhicule. Donc en effet, on a des blocs où on parle très très peu de patients, mais c'est pour permettre justement des passerelles beaucoup plus faciles. Et un bloc 5, qui est un bloc qui est en tout cas revu dans sa forme, qui était, on pourrait dire, notre ancien bloc de réglementation, mais qui est revenu dans sa forme parce qu'il est vraiment appréhendé sous l'aspect démarche qualité et amélioration continue des entreprises. Et plutôt que définir un programme fixe qui peut-être en 2022 est valide, ne le sera plus en 2030. C'est plutôt un programme qui a pour visée d'évoluer avec les réglementations et d'évoluer avec la démarche qualité dans les entreprises. Sur la partie stage, il y a un renforcement du stage auprès de personnes à mobilité réduite ou de personnes âgées, qui est un lien incontournable avec le vieillissement de la population et l'augmentation de l'hospitalisation à domicile. Et dans ce cadre également, il rajoutait une dimension sur la psychiatrie, parce que ressortait de beaucoup de professionnels une augmentation de ces problématiques et un manque de préparation de nos ambulanciers. On voit apparaître l'autre aspect clé, évidemment, qui est dans ces ajouts d'enseignement. Ce sont ces gestes, les fameux gestes soignants, qui ont été négociés dans le cadre d'une commission. Philippe Voyer, vous y étiez. Vous avez travaillé avec les autres acteurs sur la négociation de ces gestes. Alors, il y a des gestes qui sont nouveaux, puis des gestes qui sont reconnus. 6 et 6, on va dire. Est-ce que la négo a été facile et conviviale, ou pas toujours tant que ça? Et quels sont les nouveaux gestes on va revoir la dia, c'est possible. Quels sont les nouveaux gestes qui arrivent? Bonjour à tous. Je dirais que la négo, au départ, c'est pas forcément une négo, c'est qu'en parallèle, les pompiers réformaient également leur approche du geste de secours et ils ont voulu intégrer des gestes supplémentaires au PSE1, PSE2. D'ailleurs, en pleine réunion à la DGOS, on a les pompiers qui ont débarqué pour nous présenter un petit peu tout ça. On est un peu surpris de leur présence pendant cette réunion. Et les fédés nous ont demandé aussi au départ, tout ce que les pompiers font, il faut que les ambulanciers sachent le faire. La réalité, c'est que la plupart des gestes que les pompiers ont acquis sur leur dernière réforme, nous les pratiquons déjà depuis plusieurs années. Donc on n'était pas forcément inquiets. Maintenant, il a fallu attendre également que cette liste se précise et qu'on en ait le décret. Effectivement, il y a des gestes qu'on pratiquait déjà. Alors, on n'est pas pareil dans tous les départements. Ça va dépendre également de la confiance des SAMU sur l'UPH, de la relation de la profession avec le SAMU et ce qu'ils sont prêts à confier. Certains ambulanciers ont déjà des multiparamètres. Je dirais que dans les instituts, ils pourront le confirmer, on enseignait déjà la pose des électrodes, de connecter un multiparamètre. Petite mise en garde quand même par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'à la fin, on n'ait plus que des ambulanciers qui connectent des patients, on appuie sur des boutons. Et notre vraie plus-value, par rapport à ce que disait Laurent, c'est vraiment le module sur l'état clinique et les gestes et soins d'urgence. Il faut que l'ambulancier garde sa plus-value de raisonnement clinique, que le pompier n'a pas. Aujourd'hui, il sera plus concentré sur du geste. Ce module-là, de mémoire, il pèse 210 heures, hein, Laurent, c'est ça. Et en plus, il a fallu intégrer donc ces nouveaux gestes. Voilà.
La prise de glycémie capillaire, ça a été, les dextros pour les diabétiques, ça a été une vraie discussion parce que des départements le faisaient. Moi, par exemple, sur mon département, on ne conçoit même pas qu'un ambulancier transmette un bilan sans une glycémie. Des départements, on disait, c'est pas les ans. Voilà, aujourd'hui, c'est écrit, c'est dans le marbre. Donner des antalgiques à des patients et puis des choses un peu plus prescrites qu'il faudra intégrer dans les formations, c'est notamment sur les bronchodilatateurs en aérosol, sur des crises d'asthme ou des patients qui font des chocs anaphylactiques. Voilà, on aura des stylo-injecteurs, ce genre de choses. Voilà, donc il n'y a rien pour nous, je dirais, d'exceptionnel techniquement. Néanmoins, il faut quand même faire un lien avec l'élastique de Laurent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a tous des problèmes de recrutement, on refuse tous du travail, on a besoin de personnel. Et il y a un moment, quand au niveau des écoles, et je le vois puisque j'interviens régulièrement sur de la VSU ou autre en institut, on part de plus bas. C'est-à-dire que déjà le temps de formation, il faut le compresser parce qu'il y a plus de gestes, mais on a un public qui est plus bas. Et il va falloir l'emmener. Et peut-être qu'à un moment, il faudra... Je ne veux pas faire des révolutions non plus, mais peut-être qu'à un moment, il faudra qu'on se pose la question dans la profession, est-ce qu'on ne devrait pas avoir plusieurs degrés de formation dans nos 3 niveaux, puisque tous les ambulanciers ne feront pas forcément de l'UPH, tous ces gestes-là seront peut-être plus sur du transport programmé. Voilà. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que ces gestes, il n'y a rien d'exceptionnel pour nous techniquement, si ce n'est que les gens qui n'ont pas ça dans leur formation de départ, il va bien falloir qu'on les voit en formation pour pouvoir les injecter. Anthony, je voudrais me tourner vers vous. Vous avez été SMUR aussi, si je ne me trompe pas. Enfin, vous avez été dans l'urgence. Non, je me suis trompé alors. Mais en tous les cas, vous êtes sur la dimension soignante. C'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. La valorisation de cette approche soignante de l'ambulancier. Dans ce cursus de DEA, qu'est-ce qui, dans ces 5 semaines de plus, dans ces stages, dans ces enseignements, qu'est-ce qui vous rassure, qui vous contente le plus dans la manière dont ce DEA va véritablement installer encore plus et de manière significative la dimension soignante, les compétences soignantes des ambulanciers? Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, cette réforme, elle arrive au moment, puisque, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a aussi la réforme de l'UPH, je pense que vous en avez entendu parler. Donc il est important que nos collaborateurs soient upgradés, si on veut reconnaître l'ambulancier toute sa place dans l'urgence. Il est primordial qu'on puisse être des acteurs de terrain. Et on sera des acteurs de terrain compétents si la formation est exigeante. C'est-à-dire que je souhaiterais rebondir sur ce sujet-là, messieurs les responsables des IFA. Il faut que la formation soit exigeante. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir des ambulanciers qui sortent des écoles et qui n'ont pas le niveau. Ça arrive. Dernièrement, je rencontrais le médecin du SAMU 54 pour justement parler de cette réforme. Et il voulait également m'entretenir d'un problème qu'ils avaient perçu lors d'une garde, un ambulancier qui n'avait pas été capable de détecter un ACR. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, oui, c'est une évolution. Oui, c'était des gestes infirmiers qui aujourd'hui passent aussi ambulanciers. Donc ça, c'est très important. Concernant nos collaborateurs, c'est aussi une forme d'attractivité, puisque j'écoutais tout à l'heure Pierre-Yves qui lui parlait plus sur l'organisation, plus sur le salaire. C'est vrai que ça aussi, c'est un énorme souci, mais le fait de pouvoir faire de l'urgence, c'est quand même une des premières raisons pour lesquelles nos ambulanciers nous rejoignent dans nos entreprises. Cette réforme, ce nouveau DE, tout à l'heure je parlais de l'UPH, je vous ai dit qu'elle était primordiale parce que notre place dans l'urgence, c'est une place qui nous revient de droit. Il ne faut pas laisser s'enfermer dans ce qu'on appelle l'urgence ressentie, la bobologie. Ce qu'on essaye souvent de faire dans beaucoup de départements, on dit les ambulanciers
oui, votre formation, elle n'est pas assez poussée, donc vous ferez que la bobologie. Et paradoxalement, ce sont des secouristes, et non pas des professionnels de santé, eh bien, qui vont s'accaparer l'urgence relative ou absolue. Donc, cette réforme, elle arrive à point nommé. Effectivement, nous, ambulanciers, c'est nous les professionnels de santé. C'est nous les soignants. Donc, je pense, tu me contrediras peut-être pas, Jeff, par rapport à ça, on est un cran au-dessus avec cette réforme. Et il faut jouer la carte là. À nous de montrer qu'on est vraiment, avec cette réforme, meilleur que d'autres. Je pense que Jean-François ne vous contredira pas. Néanmoins, et comme j'aime bien chercher la petite bête, du côté de votre organisation, il y a eu une petite remarque un peu chagrine tout de même sur ce nouveau DEA que vous avez jugé un peu hospitalo-centré, c'est-à-dire très centré sur les dimensions soignantes. On vient d'en parler et c'est important, mais peut-être oubliant d'autres aspects. Qu'est-ce qui vous fait être un peu chagrin de la chose et qu'est-ce qui pourrait être mis en avant comme autre compétence qui vous paraît peut-être insuffisamment présente dans ces 5 semaines de plus? Alors, je vais parler d'une façon générale parce que, effectivement, dans ce nouveau référentiel de formation et ces 5 blocs de compétences, bien sûr, j'applaudis des deux mains toute la partie novatrice avec les nouvelles compétences ambulancières qui étaient dédiées aux infirmiers jusqu'à présent, comme la prise de glycémie capillaire, l'établissement d'un électrocardiogramme, etc. Donc ça, vraiment, c'est un plus pour l'urgence hospitalière, c'est certain. En revanche, et je pars parce que je scrute régulièrement les réseaux sociaux et je vois des tas de bêtises marquées, alors des réseaux sociaux ambulanciers, hein, où je suis surpris de voir des ambulanciers titulaires du DEA, alors il y a aussi des auxiliaires, hein, qui s'interrogent et sur des questions fondamentales du b.a.-ba du métier d'ambulancier. Et bien évidemment, tout un tas de commentaires complètement à côté de la plaque par rapport à ça. Alors, je vérifie toujours si ce sont des anciens élèves. Ça va, j'en trouve pas, je suis content. Nous, à l'Astral, on fait intervenir... en fait, je voulais parler du cœur du métier qui manquait. Dans le cœur du métier, il y a savoir quel est mon métier, comment je l'exerce, quels sont mes droits. Et ça, c'est dans le nouveau référentiel de formation, je ne m'y retrouvais pas complètement. Alors certes, on a travaillé beaucoup avec la CNSA par rapport à la réforme notamment du module 10, où on a la partie administrative, la partie réglementation, on va y retrouver aussi de la déontologie. Et on faisait déjà, nous, anciennement, le module 8 avec des chefs d'entreprise. Hein. Nous, on ne fait intervenir que ce qu'on appelle des experts métiers, hein, pour parler de la réglementation. Donc on a une convention avec la CNSA et on fait intervenir donc des gens qui ont une formation pour ça et qui parlent bien du métier. Mais qu'est-ce que vous auriez aimé voir du coup comme module? Le problème, c'est que on a 34 IFA, mais il y en a 70, je crois, à peu près, des IFA en France, 80 peut-être. Et j'ai peur que, notamment avec cette vision hospitalière, il y a beaucoup d'IFA hospitaliers, mais on va perdre de la valeur de la profession si elle n'est pas abordée par des chefs d'entreprise qui maîtrisent bien la situation. Voilà. Et je trouve que ce n'est pas assez mis en avant, ça, en fait, le cœur du métier. On en reparlera certainement dans les échanges avec la salle, les commentaires. Il y a cet aspect un peu DEA, évolution du métier. Et puis la réforme, elle n'a pas été conçue pour ça, mais elle arrive tout de même percuter une profession qui est en pleine crise des vocations, on l'a dit tout à l'heure. Et dans quelle mesure cette réforme peut aider, alors à court, à moyen terme, en tous les cas, à apporter des réponses à ce métier qui devient de plus en plus en tension. Et ça a été dit tout à l'heure par Laurent. Il y a un autre aspect essentiel dans cette réforme, c'est les VAE. Les VAE qui s'ouvrent vers ces 13 métiers autour qui peuvent, où il va y avoir des passerelles. Et puis demain aussi, c'est pas encore acté, avec les auxiliaires, sur la manière dont les auxiliaires vont pouvoir avoir un accès peut-être plus rapide au DEA. Philippe, c'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup, c'est important pour vous. Ces VAE aujourd'hui, comment elles vont fonctionner et quel public elles pourront adresser dans le cadre de ce nouveau DEA?
Alors, avant d'aborder le thème, il faut juste remettre un petit peu d'historique parce que la DGOS, nous, les combats, on les a menés et c'était pas si simple parce qu'effectivement, en face de nous, il y avait des instituts hospitaliers qui n'avaient pas forcément connaissance de ce que nous, on vit dans nos entreprises privées, en tout cas. Et il y avait déjà une demande de la profession. Pour mémoire, on avait parlé il y a quelques années en arrière, on avait fait un CCA aménagé. Et le boulot avec les fédés, en gros, on avait un besoin de réalimenter dans nos entreprises parce qu'on avait déjà des carences en ADE, moins qu'aujourd'hui, mais on en avait déjà. Et on avait fait une proposition d'aménager en fait un diplôme court. La réponse a été directe, ça a botté en touche. On nous a dit c'est pas l'objet de ces réunions. Déjà, on va finir le diplôme d'état d'ambulancier et ensuite, ce qu'on pourra vous apporter, il faudra qu'on aille bosser sur la VE. Voilà. Le diplôme sorti, les décrets sont dehors. Donc maintenant, la VE, on va pouvoir y aller et c'est une bonne chose parce que ça nous permettra d'alimenter rapidement. Parce qu'il faut quand même du court, du moyen et du long terme. La VE peut être quand même quelque chose à moyen terme qui va nous aider. Et je crois qu'il y a une mauvaise interprétation de la VAE aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on entend tout. On entend, ouais, mais bon, un ambulancier qui est auxiliaire, il a travaillé 1 an dans mon entreprise, je vais l'envoyer à l'école et puis il va avoir son diplôme. La VAE, elle va se passer dès qu'on aura le feu vert. Déjà, Laurent peut-être pourra vous reparler des dates au niveau de la DGOS. Mais on va bien, ce salarié va bien déposer un dossier de validation des acquis de l'expérience qui viennent de chez nous en tant qu'auxiliaire ou d'une autre filière. Et de là, il va bien avoir un jury qui va débattre de ses capacités à valider tout ou partie de diplôme. Voilà, on peut pas, chaque candidat sera unique. Et pour rassurer ceux qui pensent que tous les auxiliaires demain pourront devenir des débats, pas forcément. C'est pas un guichet, voilà. C'est un jury. Pas forcément, parce que tout à l'heure, on parlait du niveau qui descend, on parlait également de ce nouveau référentiel de formation. Il y a plus de techniques, il faut aussi que le candidat ait la capacité à faire de l'état clinique et accompagner, effectivement. Et dans nos entreprises, on a aussi peut-être des cinquantenaires qui ont une meilleure culture quand ils parlent avec un patient en VSL, et puis on a des gamins qui ont 25 balais, ils préfèrent faire du matelas coquille à 3h du matin, ça ne leur pose pas de problème. Donc nous, il va falloir qu'on adapte tout ça à l'attractivité, mais la VAE, alors moi, j'ai toujours défendu, pas toujours avec l'amour de tout le monde, mais pour moi, c'est vraiment un levier de main pour pouvoir alimenter rapidement et de faire de la montée en compétences, et notamment par les nouvelles filières métiers, donc ce nouveau diplôme d'état d'ambulancier. Pour compléter, Laurent, comment ça va se passer concrètement, ces VAE, et aussi quelles sont pour vous les clés de réussite? Parce que c'est bien de la mettre en place. Entre guillemets, on peut ouvrir la porte, mais si on n'allume pas la lumière, il n'y aura personne qui viendra. Comment ça va se passer, ce jury, et quelles sont les clés de la réussite pour vraiment faire venir les gens et que ça marche? Alors, juste en introduction, une petite précision. Les 13 métiers qui ont des allègements, c'est déjà acté. Ils n'ont pas besoin de passer la VAE, c'est applicable dès le 1er septembre. Donc vraiment, la VAE permettra d'accéder à d'autres personnes, et des personnes qui éventuellement n'auraient pas des titres enregistrés au RNCP, qui permettent ces fameuses, à France Compétences, c'est plus clair, c'est plus joli, qui permettent ces fameuses passerelles. Donc on attend un arrêté qui devrait logiquement, on nous avait promis en novembre, on espère qu'il arrivera avant 2023. Pour comparaison, les aides-soignants, entre la publication du texte du diplôme d'état d'aide-soignant et la publication de l'arrêté sur la VAE, il y a eu 1 an d'attente. Donc, il faut espérer, peut-être que les fédérations peuvent mettre un peu de pression pour que ce délai, on soit sûr qu'il soit un peu plus concis. Pour répondre à votre question sur l'accès, c'est vrai que je rejoins ce que disait Philippe, on parle beaucoup des auxiliaires, je pense qu'il faut ouvrir nos chakras et ne pas penser qu'aux auxiliaires. Je pense qu'il faut vraiment se dire, toutes les personnes de près ou de loin qui ont fait du transport de personnes ou qui ont pris en soin des personnes ou qui ont fait des soins d'urgence peuvent éventuellement bénéficier d'un allègement du programme parce qu'on reconnaît leurs compétences. Et donc, ça sera la capacité de notre profession à ouvrir les portes. Alors, je sais que beaucoup vont dire oui, mais d'autres ministères nous les ferment. C'est peut-être à nous d'être pour la peine plus intelligents et aller de se dire qu'est-ce que je peux avoir comme compétences qui pourraient être utiles, et donc notre capacité à ouvrir les portes de nos entreprises à des personnels qui viennent d'autres domaines, de leur dire je vais vous donner un exemple, par exemple, de quelqu'un qui a fait du transport de personnes à mobilité réduite dans une PAM, par exemple, sur un territoire, et dire venez à l'ambulance, on est capable de vous accompagner
parce que vous avez transporté des patients handicapés, vous avez utilisé des gros volumes, vous avez utilisé des normes d'hygiène, vous avez fait des relations de la communication avec des patients, vous avez géré de l'appareillage. Tout ça, c'est des activités qui sont dans le référentiel d'activité de l'ambulancier, et on vous accompagne pour monter votre dossier de VAE pour passer devant un jury. Je nuancerai, on parlait un petit peu de l'aspect hospitalo-centré. Là, le jury de VAE, c'est que des professionnels, donc ça sera vous, hein, ça sera les ambulanciers qui seraient dans ces jurys ARS et qui pourraient dire, en étudiant le dossier de ce monsieur, bah voilà, ces 5 ans qu'il a pu faire à la PAM, bah vous lui permettre de reconnaître telle et telle équivalence, et il retournera en IFA pour faire que son bloc 1, par exemple, et un stage. Donc voilà, donc c'est vraiment cette capacité. Je sais qu'il y a une très forte attente pour les auxiliaires, mais je pense que si on ne vise que notre population d'auxiliaires, on n'arrivera pas à combler notre 15 000 manques de postes. Donc je pense qu'il faut aller chercher des gens chez les pompiers, chez les militaires. Il y a un diplôme chez les militaires qui s'appelle l'auxiliaire sanitaire, qui est un diplôme de très grande qualité sur lequel on pourrait faire des VAE incroyables. Dans le métier du transport, dans le transport des personnes à mobilité réduite, mais également dans les métiers de l'aide à la personne. Quand on parle du bloc 1 sur la prise en soin des personnes qui sont dans les métiers de l'hospitalisation à domicile, ont des compétences assez étendues là-dessus. Donc je pense que ça va être cet enjeu. Dernier élément, je sais que ça crée beaucoup d'attentes et de frustration, mais on ne peut pas mesurer l'impact, je pense, de la réforme du DEA dès la première session. Ça va prendre un peu de temps parce qu'à notre première session, dans tous nos IFA, et je pense que Jean-François le confirmera, on a très peu de personnes qui ont utilisé les passerelles, les fameuses 13 métiers. Mais ça va commencer à arriver. On a déjà des appels de l'éducation nationale qui viennent de se rendre compte que les bacs ASSP et les bacs SAPAT permettent d'en rentrer plus facilement. Et je pense que peut-être dans un an, on aura une vision un peu plus étoffée des impacts qu'aura eu la réforme. Dernier point avant qu'on prenne les questions et témoignages dans la salle. C'est un point connexe de cette réforme, mais il est important. On revient aux gestes. Alors, il y a ceux qui vont les apprendre dans le DEA, et puis il y a 20 000 ou plus qui vont devoir aller retourner en formation continue pour se reformer sur ces gestes-là. Ça va faire un peu de monde à former dans un temps un peu... Il y a un vrai défi, il y a un vrai challenge là-dessus. Anthony, en quoi... est-ce qu'il n'y a pas un risque d'embolisation pour les entreprises qui déjà n'ont pas beaucoup de perso, les renvoyer en formation pour apprendre ces gestes, pas forcément la meilleure nouvelle du moment. En même temps, c'est utile. Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer dans le temps d'activité cette formation continue et quelle forme elle va pouvoir prendre pour être la plus simple possible, justement? Oui, aujourd'hui, on l'a très bien entendu, hein, Pierre-Yves l'a très bien expliqué, on a vraiment des soucis de recrutement de personnel. Il y a quelques années, on avait des demandes assez nombreuses. Aujourd'hui, quand on reçoit eh bien, une demande de poste, on a presque envie de l'encadrer, tellement c'est rare. Donc oui, pour nos entreprises, on a déjà beaucoup de mal à faire notre travail au quotidien. Et là, on est en train de demander à ce que nos DE soient eh bien, mis à niveau par rapport à cette réforme. Ce qui est en soi tout à fait logique et compréhensible. Hein. Je veux dire, on ne peut pas avoir plusieurs types de DE qui interviennent dans le cadre de l'UPH. Je rapproche plus du micro. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous en attente du référentiel de formation. Jean-François, je crois qu'on ne l'a toujours pas reçu. Hein, donc ça va nous permettre déjà, avec ce référentiel, eh bien, d'avoir plus de lisibilité sur ce qui va pouvoir être fait, programmé et mis en place. Je pense qu'aucun de mes collègues dans la salle ne pourrait mettre sur 2 ou 3 jours des ambulanciers en formation. Je veux dire, de façon sur un nombre conséquent. Et je pense, et là je me retourne vers les IFA, hein, il faudrait plus un système un petit peu à la carte. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il va falloir diluer cette remise à niveau. Il va falloir prendre en compte la problématique de l'entreprise dans son recrutement. Et je sais qu'on avait aussi échangé, Jean-François, par rapport à ça, il y a quelques jours. Ça va être une formation, d'après ce qu'on sait, de 2 ou 3 jours, c'est ça, hein?
Au départ, on parlait C'est la 35 heures. recommandation aujourd'hui, c'est de l'ordre d'une recommandation, 2 ou 3 jours, c'est ça? Pardon? C'est une recommandation, 2 ou 3 jours, c'est ce qui va se faire, c'est acté? Alors aujourd'hui, on a, enfin déjà depuis quelques mois, les recommandations de l'ANSESU sur un programme de 14 heures. Aujourd'hui, il y a un texte qui est en attente. Je pense peut-être juste à des dates, Laurent, sur un arrêté possible. Voilà, donc On attend. voilà, je dirais qu'aujourd'hui, on est tous dans les starting blocks pour pouvoir apporter ça à nos ambulanciers. Et là, moi, j'ai toujours plusieurs casquettes, formateur ou chef d'entreprise, et je suis pas meilleur que les autres. Quand j'ai pas de monde, c'est difficile. Mais je veux dire, on avait une journée de formation tous les 4 ans. D'accord, il faut juste qu'on garde ça à l'esprit. On a des ambulanciers qui n'ont pas fait une journée de formation depuis, pas 4 ans aujourd'hui, mais 6 ans, avec les dérogations sur la Covid. Et certains CCA depuis... Voilà. Donc aujourd'hui, il faut aussi avoir pleine conscience de ça. Donc c'est comment, quelle discussion on aura avec nos SAMU, qu'est-ce qu'on va avoir dans le cahier des charges des ATSU sur la formation, comment on va l'organiser, sous quel format. Là, on a un terrain de jeu devant nous, on a les mains libres. Maintenant, c'est la confiance du SAMU, les gestes qu'on fait déjà. Maintenant, si moi, dans mon entreprise aujourd'hui, on me disait, ben voilà, tu as tous tes DEA, il faut que tu les passes 3 jours en formation, je suis incapable de le faire. Mais par contre, dans mon département, je gère déjà de la formation annuelle depuis des années. Et ça, c'est plus simple. Voilà. Donc, il va falloir se donner quand même 24 mois, à mon avis, avant déjà de récupérer ces gestes supplémentaires sur les ADE, parce que là on parle de nouveaux gestes, mais la vérité, moi qui les ai dans vos entreprises ou en institut, quand on les a en formation continue, on part de bien plus loin, parce qu'on doit déjà les mettre à jour de réformes antérieures. Et en plus, on doit y ajouter des nouveaux gestes. Voilà. Donc maintenant, c'est plus une organisation départementale. Et dans l'attractivité, on verra sur les différentes tables qui vont venir, en fait, on se mord la queue. Et c'était Gilles qui le disait tout à l'heure, on tourne en boucle. Parce qu'on peut aménager nos plannings, on peut mettre de la formation, on peut faire plein de choses à partir du moment où on a nos effectifs. Et si on ne les a pas, on va continuer à refuser du travail et on n'arrivera pas à monter en compétences. Voilà. Mais je veux vraiment qu'on mette l'accent. Moi, je suis toujours monsieur formation, je suis un peu un emmerdeur par rapport à ça, excusez-moi le terme, mais il faut vraiment être conscient de ça parce qu'aujourd'hui, on a des DEA qui se posent plein de questions. Ils disent il y a une réforme qui arrive, on n'est pas au courant, on arrive sur le terrain, on va avoir des multiparamètres, comment ça marche. Et si on veut continuer à garder nos ADE, il va falloir qu'on les rassure également sur ces plans de formation au niveau de la profession. D'un dernier mot. D'où l'intérêt quand même d'avoir ce référentiel de formation qui va nous permettre justement de dispenser de l'information. Fin octobre. D'un dernier mot, Jean-François, comment est-ce que du côté des IFA, vous vous préparez vous aussi et quelles difficultés vous voyez à voir arriver un flux de demande qui va être un peu colossal aussi? Alors, oui, effectivement, on va s'y préparer. Ça, c'est sûr, on y réfléchit déjà. On a une prochaine réunion, d'ailleurs, chez nous, au sein de l'AFTRAL, pour organiser ça, parce qu'on s'attend à un déferlement de demandes. Et franchement, on va répondre aux besoins. Enfin, on va mettre en place massivement des sessions de formation. Alors, à la carte, je ne sais pas. On peut essayer. En tous les cas, on fera autant que faire se peut le mieux possible pour répondre aux demandes des entreprises. À la carte, c'est une image. Voilà, bien sûr, il y a une concertation, il y a un planning, il y a voilà. Alors, donc, on va s'y préparer, on va organiser cela. On a déjà racheté massivement du matériel, d'ailleurs, pour ces nouvelles compétences en plus. Et d'ailleurs, demain, à 12h30, pendant la pause, on présentera justement ces nouveaux matériels pédagogiques. Il y aura un discours de notre président, Loïc Charbonnier, des fédérations et puis de l'OPCO Mobilité, qui nous a accompagnés sur cet investissement massif. Et on va organiser des sessions et on verra en fonction du référentiel de formation, parce qu'il n'est pas dit encore, enfin, c'est pas clairement identifié que les IFA puissent faire cette formation. Ça peut être, pour l'instant, c'était l'ANSESU qui était contacté, et donc des CESU qui organiseraient en fait ces sessions de formation. Mais bon, a priori, on a râlé un peu, ils nous ont entendus, et peut-être que les instituts de formation pourront quand même faire ces formations. Mais ça, le référentiel le précisera. Et s'il est précis, nous, on y répondra.
Pour répondre, l'ANSESU effectivement a fait des recommandations, mais l'ANSESU ne peut pas créer un diplôme et être le seul à l'enseigner. Et je ne vois pas où est la problématique d'un institut à partir du moment où il fait la formation initiale. Pourquoi il n'aurait pas la légitimité à faire la continue? Donc moi, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Je préfère qu'on se concentre sur la mise en place de ces formations dans nos départements. Voilà. Et puis je pense que Laurent, je ne sais pas si tu veux redire un mot là-dessus. Non, pas de mots complémentaires. La seule chose, c'est que je pense qu'il faut vraiment raisonner un échelonnement des formations. Je pense que les négociations sur le PH vont être par département et tous les départements n'arrivent pas à la même vitesse. Donc je pense que ça sera notre capacité à travailler avec les professionnels pour se dire, ben voilà, il y a une priorité à mettre sur tel département qui est en avance. Je vois par exemple en Île-de-France, nous on a les Hauts-de-Seine qui sont en avance sur la télémédecine. Ben, c'est vrai qu'on va plus rapidement les former que d'autres départements d'Île-de-France où la glycémie est encore tabou. Donc je pense que ça va être un peu notre chance. Il va y avoir cette négociation dans le cadre du décret justement qui précise que c'est chaque ATSU qui doit avoir avec son SAMU la mise en œuvre. Donc ça va nous créer une temporalité et donc on va percuter très très vite sur certains départements et puis attendre un petit peu pour d'autres. Les premiers vont peut-être essuyer les plâtres, les seconds vont bénéficier de l'expérience des premiers et je pense que ça va se gravir gentiment. Et les ATSU auront un rôle important aussi là-dessus par la force des choses. Question, réaction, je peux me commentaire. permettre juste. Ouais. Alors, je ne vous avais pas prévenu avant, mais si je peux profiter de vous annoncer un scoop, parce que plus j'ai eu quelques demandes ce matin. Donc, vous le savez, et bon, Jean-François est au courant également, vous le savez, le titre d'auxiliaire ambulancier n'a pas été redéposé à France Compétences par la DGOS. Le titre est tombé au 31 décembre 2021. Il n'a pas été redéposé dans le nouvel arrêté. Donc il y avait une formation qui était en suspens en termes de financement public. Donc ni accès au CPF, ni accès au financement type Pôle emploi et autres. Et donc la DGOS a demandé à ce qu'un consortium de 3 organismes de formation, le GARDEFA, l'AFTRAL et la Croix-Rouge, dépose un titre au RNCP à leur nom propre. Et donc on a clairement avancé nos 3 institutions. On a reconfirmer le projet auprès de la DGOS et on commence nos travaux et on espère donc un dépôt du titre de l'auxiliaire ambulancier pour janvier 2023, ce qui permettra de faciliter les accès à la VAE pour vos futurs auxiliaires. Belle nouvelle qu'on peut applaudir. Merci. Juste pour dire, en fin de compte, on est en train de faire le travail de l'État. C'est une autre manière de le dire. Question dans la salle, oui. Si vous pouvez vous présenter juste avant. Oui, Vincent Juteau, Chambre nationale des services d'ambulance, mais aussi chef d'entreprise, bien sûr. Il y a eu deux choses sur lesquelles j'aimerais bien qu'on revienne. Anthony a dit les chefs d'entreprise sont partie prenante de cette formation. Jean-François, tu as dit que les chefs d'entreprise doivent être présents dans les IFA et les experts métiers, comme tu les appelles, et j'aime bien le nom. Par contre, c'est à nous de nous mobiliser, parce qu'on se rend compte que dans les IFA publics, qui ne sont pas représentés ce matin, mais qui sont quand même nombreux sur le territoire, aujourd'hui, on a intérêt de prendre cette place, nous, chefs d'entreprise, pour justement inculquer cette bonne manière, ce savoir-être et cette demande qu'on réclame à tous nos ambulanciers quand ils sortent de l'IFA. Anthony, tu disais, on a des ambulanciers qui sortent, on se demande d'où vient la formation. Eh bien, faisons le premier pas et insistons pour participer. Le deuxième sujet que j'aimerais aborder, ça a un peu attrait à la table ronde d'avant, c'est sur cette notion de passerelle, Laurent l'a très bien démontré. J'ai une vraie inquiétude sur la demande qui a été proposée par nos fédérations dans les 2 auxiliaires dans une ambulance. Avec tout ce qu'on a vu ce matin, avec tout ce qu'on va demander demain à nos ambulanciers, avec tout ce qu'on va voir cet après-midi sur la réforme UPH, eh bien, j'avoue que dans le maillage de notre territoire, dans les véhicules en mouvement pour répondre à l'urgence, je suis inquiet parce que demain, dans les journaux, ce qui s'est passé à Lyon, ce qui s'est passé ailleurs, eh bien, ce sera la première chose qui paraîtra si jamais il y avait 2 auxiliaires dans une ambulance et qui est intervenu sur une urgence. Donc, j'ai mis beaucoup de bémols et les bonnes nouvelles que nous apprend Laurent sur l'auxiliaire qui arrive, sur la VAE qui arrive, eh bien, je pense que ça, c'est la vraie valeur ajoutée qu'on peut apporter à notre métier. Et puis, j'avais un 3e sujet, mais je l'ai perdu. Donc, j'aimerais bien que le GARDEFA puisse nous ouvrir ses portes encore un peu plus dans les IFA publics.
Ouais, petit mot. Je viens avec le micro. Je me félicite de l'annonce de Laurent sur l'auxiliaire, parce que c'était un vrai sujet pour nos entreprises. Donc ça, c'est une belle perspective. Je voulais réagir à ce que disait Vincent. Peut-être que je me suis mal exprimé tout à l'heure lors de la table ronde précédente, mais il n'est pas question de mettre des auxiliaires faisant fonction de chef de bord lors des transports d'urgence. Ça va. Donc si c'était le cas, ça serait un dévoiement de la disposition. Et effectivement, il faut être attentif à ce sujet, tu as raison. Autre question, réaction. Oui, Laurent. Juste me permettre de rebondir sur les deux remarques. Alors je sais que c'est un peu ma marotte et je le ressors à chaque congrès, on me le reproche, mais je vais le redire encore une fois. C'est le scoop la marotte. Ouais, il serait intéressant de regarder ce que font nos collègues européens. Et c'est vrai que tous nos collègues européens, tous, ont séparé leur niveau de formation en fonction des catégories de véhicules. Nous sommes le seul pays à ne pas le faire. Donc la plupart des pays d'Europe ont une formation pour le type 1 et le type A2, une formation pour le type B et le type C, voire une pour le type B, une pour le type C. On est parmi les seuls à avoir un seul niveau de formation pour tous les niveaux de véhicules. Et il faut savoir que chaque niveau de véhicule dépend d'un type de mission et un niveau de matériel. Donc on est très fort parce que nous, on arrive à une seule formation à faire tout. Et voilà, vous avez porté votre marotte au début de la réforme. Elle est pas oui, sortie mais non. À la sortie des tuyaux, il n'y avait plus la marotte. J'arrive pas à me faire entendre, mais je le redis encore une fois. Et peut-être que notre problématique où on se dit on a des transports non urgents ou sur lesquels on a des problématiques de personnel, peut-être que la formation de 6 mois avec un haut niveau de technicité n'est peut-être pas la formation idéale pour remplir notre pénurie de personnel. Monsieur, question, si vous vous présentez juste avant. Oui, bonjour, Mohamed Terzi, dans les Hautes-Alpes, FNMS, et chef d'entreprise. J'aimerais rebondir sur les deux sujets qui ont été effectués jusqu'à là, c'est-à-dire la première table ronde et celle-ci. La première table ronde où monsieur nous explique effectivement qu'on risque de se diriger vers 2 auxiliaires en ambulancier, évidemment, dans un véhicule. Je suis contre également. Moi, je suis contre parce que quand on prône l'excellence, c'est-à-dire tirer la profession vers le haut, on ne peut pas proposer on ne peut pas effectuer de propositions à minima, même temporaires. Monsieur nous explique que ces personnes-là ne pourront pas faire de transport UPH. Vous savez très bien que les dérives arrivent très vite et que quand un PARM appellera une entreprise, il ne demandera pas la qualité de l'équipage qu'il va pouvoir renvoyer sur une mission. 2 auxiliaires ambulanciers dans un véhicule, c'est tirer la profession vers le bas pour moi. C'est clairement ça. Aujourd'hui, on le voit, il y a aussi des chauffeurs ambulanciers avec des DEA. Ça existe déjà. On les voit aussi sur l'UPH. Et pourtant, ils ne sont pas habilités à le faire. Vous allez dans les hôpitaux, on les voit. On est sur le terrain tous les jours. On les voit. Et ils font ce travail. Et ni vous ni moi, on pourra les empêcher. Donc, mettons une réglementation claire. Effectivement, on a tous des problèmes de recrutement actuellement. Eh bien, on essaye d'y pallier comme on peut. Moi, depuis cet été, j'ai réussi à recruter 5 personnes. Mais je les ai recrutées différemment, à différents niveaux. Il y en a une qui fait 15 jours de formation sur une partie de son mois. Et les 15 autres jours, je l'ai recrutée DEA, elle est chez nous, ambulancière. Il y en a une autre, eh ben, elle est saisonnière. Elle va faire 4 mois l'hiver, 3 mois l'été. Ça va me dépanner. Ça va me dépanner, c'est temporaire. C'est le temps que, justement, nos centres de formation se mettent à refabriquer, enfin, à reconstruire de l'ambulancier pour qu'on puisse après couvrir nos manquements. Après, comment on fait pour attirer l'attractivité? L'attractivité, il y a plein de choses. Il y a plusieurs pistes. J'en ai entendu ce matin, certaines. Et il y en a qui me conviennent, mais il y en a d'autres moins. L'attractivité, c'est aussi le tarif. Il ne faut pas se leurrer. Nos ambulanciers, ils travaillent tous pour vivre. Donc, effectivement, tirer avec les niveaux de salaire qu'on leur offre, effectivement, on est près du SMIC, trop près du SMIC. On est obligé de tirer des bouts, on est obligé de faire des bidouillages pour arriver à attirer des gens avec du volontariat
pour faire du rapatriement ou autre, et puis qu'ils aient un petit bout en plus là et en plus là. Mais tout ça, c'est temporaire. Il faut que... Moi, je compte sur nos fédérations pour aller aussi tirer des financements. On va aller... Nos tarifs n'ont pas bougé depuis longtemps, les gars. Il faut aussi l'entendre. Vous voyez ? C'est un sujet qui reviendra. N'ayez crainte. Philippe. Oui, enfin, je crois qu'on a tous la même difficulté sur le fait de mettre 2 AA en équipage. Bien évidemment, ça séduit personne. La difficulté aujourd'hui, et Gilles tout à l'heure l'a dit, on n'a rien qui va sortir du chapeau. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a tous augmenté nos charges, on rembourse nos PGE et on refuse du travail. La difficulté, c'est est-ce qu'on va tenir dans la durée jusqu'à ce qu'on mette des nouveaux cursus en place. Voilà. Sur les écoles qui doivent fournir plus de DEA, je voudrais quand même préciser que beaucoup d'écoles aujourd'hui ferment des groupes parce qu'ils ne les remplissent pas. Et là, je voudrais aussi qu'on se renvoie à nous-mêmes, nous, professionnels du transport sanitaire. Pendant des années, qu'est-ce qu'on a tous fait ? On a coupé des contrats de travail à nos salariés, on les a connectés chez Pôle emploi et ils sont partis se faire financer leur DEA. Et pour la plupart, on ne les revoyait pas ou ils allaient travailler ailleurs. Donc il faut aussi que nous, on se remette en ordre de marche. Et dans l'attractivité du métier, il y a également effectivement l'image de marque du métier. Et on en avait parlé quand on avait préparé également ces tables rondes. Aujourd'hui, on n'a pas une communication nationale. C'est-à-dire qu'un ambulancier à Marseille ou à Chamonix, il n'est pas habillé pareil. Il n'a pas la même façon de voir les choses, etc. Je ne sais pas, je vais vous dire un truc bête. Vous prenez les pompiers. Chez les pompiers, avant de parler à un pompier, on regarde son grade. Moi, des fois, je suis en tenue, je vais sur le terrain, on me parle comme si j'étais un pouce-brancard. Voilà, on est tous les mêmes, il n'y a pas de grade. Et puis, parfois, on ne renvoie pas forcément non plus une belle image dans la partie attractivité, parce que, encore dernièrement, j'ai fait de la formation sur la ville de Lyon. J'ai vu des ambulanciers en basket, en jogging, avec des lunettes de soleil, pas de nom sur l'ambulance, une voiture avec des bosses de partout. Donc il faut aussi qu'on se pose la question de l'image de notre métier. Voilà. Mais j'entends, et on a tous les mêmes problématiques, et des problématiques en plus, il y a l'effet boule de neige, parce que mettre un AA en tant que chef de bord, qu'est-ce que vont dire nos DEA dans l'entreprise ? Donc c'est complexe, il y a tout le social qu'on aura à gérer derrière si des fois ça voyait le jour, mais également peut-être que cet auxiliaire ambulancier qu'on va mettre en binôme en tant que faisant fonction, comme ça se fait dans la fonction publique d'ailleurs, et c'est peut-être le même qui demain fera sa validation des acquis par l'expérience et deviendra diplômé d'État. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout le monde pourra accéder à ça, et je ne sais même pas si on va y arriver, ça c'est nos patrons de fédé. Voilà. Est-ce qu'il y a un... Oui. Moi, je voudrais réagir à ce que tu dis, Philippe, et à ce que disait... Si vous pouvez vous présenter juste avant. Oui, pardon, je suis Christelle Piazon, je suis ambulancière dans le 42. Voilà, je voulais réagir par rapport à ce que tu disais, par rapport au fait qu'effectivement, si on en était là, on était probablement aussi cause de notre malheur. C'est pas tout à fait faux. Par contre, je pense qu'il y a des opérations éventuellement à faire auprès de nos OPCO. Parce qu'envoyer un auxiliaire ambulancier aujourd'hui se former à l'ADE, pour passer le diplôme d'État, c'est compliqué parce qu'on nous prend le coût pédagogique, mais en aucun cas le coût du salaire. Et à l'heure actuelle, se départir d'un auxiliaire pendant 6 mois, être obligé de le remplacer et en plus de financer les salaires de l'absent, c'est très compliqué. Donc je pense que ce serait sympa qu'on puisse éventuellement intervenir auprès des OPCO pour qu'ils prennent en charge le coût des salaires. Réaction d'un de nos intervenants sur ce point Laurent. C'est compliqué, on n'est pas l'OPCO. Ouais. Je crois qu'ils viennent demain, il faudra leur poser la question demain. Après, je ne voudrais pas trahir les négociations précédentes, mais je crois qu'il y a eu une volonté forte de la branche de mettre le paquet sur l'apprentissage. Donc on a un apprentissage qui est très bien rémunéré par l'OPCO. Je pense que l'OPCO ne peut pas mettre éventuellement ses billes partout. Donc ils ont mis beaucoup d'énergie sur l'apprentissage. Peut-être qu'il faudrait que la profession fasse remonter maintenant que les besoins ont évolué et peut-être revoir l'enveloppe qui est donnée pour la proie. Mais voilà, c'est de la négociation. Donc là, malheureusement, les instituts, on ne peut pas faire grand-chose. Mais voilà, sachez en tout cas que ça a été une volonté de la branche de mettre l'accent sur l'apprentissage pour amener des nouveaux professionnels. Sachant qu'il n'y a pas de centre d'apprentissage partout, dit madame.
Alors que oui. Alors Mais il appartient à chaque institut de formation d'accueillir des apprentis. Là, je ne peux pas faire le travail pour les établissements qui ne veulent pas faire d'apprentissage. Il leur appartient d'ouvrir des sections d'apprentissage s'ils ont envie. Jean-François, complément. Alors, ça tombe bien, le président de l'OPCO sera à notre stand demain de 12h à 14h. Il y aura du monde. Donc, venez nous voir et puis on va pouvoir en parler. Il y aura un petit discours aussi. Donc ce sera le moment de l'interpeller pour évoquer votre problématique. Merci à vous quand on peut les applaudir très fort pour les ouvertures qui nous ont apportées tout au long sur cette formation. La formation, c'est une clé de cette attractivité, on le voit bien. Il y a un autre enjeu majeur, on va l'aborder rapidement avant la pause déjeuner. Ce sont les accords sociaux, ceux de mars dernier, qui ouvrent sur les conditions de travail, on en parlait tout à l'heure avec Gilles, de nouveaux leviers pour l'attractivité et surtout de fidélisation des personnels. Pour en parler, on retrouve Pierre-Yves Van Savel qui est avec nous et Philippe Choutet qui nous rejoint. Sous vos applaudissements nourris.